FM. Il est 18h. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, CN Radio. Dans l'actualité de ce Sud Soir, la souffrance des sinistrés de Diourbel se prolonge après les fortes pluies du week-end dernier. Envahies par les eaux, ces populations continuent de patauger et demandent l'aide des autorités étatiques au plus vite. Pendant ce temps, à Thiès, des initiatives citoyennes sont lancées pour l'entretien du réseau routier. Des opérations de désensablement sont menées pour permettre une bonne reprise du trafic routier dans la cité du Rail après les perturbations dues aux inondations. Polémique autour du plan décennal de lutte contre les inondations. Le directeur général de l'ONAS réagit et apporte sa part de vérité. Pour plus de transparence, Lansana Gagné-Sakho invite la société civile à dépêcher une délégation dans ses locaux pour vérifier de visu les chiffres avancés ainsi que les réalisations faites. Il sera d'ailleurs notre invité dans ce Sud Soir. Et puis les ASP répondent favorablement à l'appel du Centre national de transfusion sanguine. Pendant une semaine, ils vont effectuer des activités de don de sang pour appuyer le centre en rupture de stock. L'actualité internationale va boucler cette édition d'information mise en onde par Alassane Ouad. Sud Soir. Bienvenue à toutes et à tous. Retenez que la marche pacifique des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis à destination de Dakar se poursuit. Partis de la ville tricentenaire hier, ces étudiants se trouvent actuellement à Louga. Un d'entre eux a eu un malaise en cours de route. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. À Diourbel, les populations continuent de patauger dans les eaux. Les efforts consentis par les autorités n'ont pas pu régler la situation. Adam Ndiaye. Une semaine après les inondations ayant secoué la ville de Diourbel, des centaines de maisons sont toujours englouties par les eaux de ruissellement. De Tcherno-Kandji en passant par Kercher Anta et Kercher Ibrafal, les eaux de pluie dictent leur loi aux populations désemparées par l'ampleur des dégâts et les faibles moyens dégagés pour lutter contre ces inondations. Cheikh Faye habite. Il faut que dans les plans de lotissement, que l'autorité qui est en charge de l'urbanisation réponde correctement à cette demande sociale. Deuxièmement, les gens sont dehors, c'est des gourgourous comme tous les Sénégalais. Où est-ce qu'ils vont trouver ce qu'ils doivent manger? Il y a des politiciens qui sont passés par-ci par-là pour apporter un sac de riz ou quelques morceaux de savon. Il y a les riverains qui assistent leurs voisins. Mais la réponse doit venir. À Rokbousseu, c'est le même spectacle. La Mignane est sinistrée. La situation n'a pas évolué parce que les eaux sont restées, ont occupé toutes les chambres. Beaucoup de familles ont déménagé. On n'a pas encore vu le gouvernement. Seulement, il y a un mécène qui veut donc nous remblayer là pour qu'on puisse passer par les couloirs de Rokbousseu. Lui aussi, il promet de nous donner une motopompe. Les autorités administratives, locales et politiques se sont mobilisées pour appuyer ces sinistrés. Ainsi, le ministre de l'Emploi, Dame Diop, a mobilisé 4 motopompes, 4 pulvérisateurs, 3 camions hydrocureurs et 1000 litres de carburant. Il y a eu un renfort de 5 autres motopompes. Quant au directeur général des Crous, Moustapha Gueye, a mobilisé 20 tonnes de riz, 1000 litres de gasoil. Il y a également un appui de 500 000 francs pour Rokbousseu et 1,5 million pour Kergoumak pour la réparation des murs et des toilettes. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. À Thiès, des efforts sont consentis pour lutter contre les effets des inondations sur le trafic routier et des initiatives citoyennes de désensablement sont lancées ce samedi par des Thiessois qui appellent les Sénégalais à la solidarité auprès des sinistrés. De Thiès, nous retrouvons la correspondance de Babacar Ndao. À Thiès, les inondations n'ont pas affecté que les populations. Au quartier Escale Sud, en plein centre-ville, les ordures et les autres débris ont fini de bloquer le trafic routier. Pour répondre à l'appel du chef de l'État,
Ba, le responsable apériste El Hadj Ousseynou Diouf de Thiès-Ouest, a mobilisé ce samedi ses équipes pour une vaste opération de désensablement. Avec cette inondation, les Thiessois méritent d'être soutenus durant ces durs moments. Nous avons jugé utile ici à Thiès-Ouest de désensabler cette terre qui vient en second pour désengager la route principale qui mène vers le marché central et qui, depuis pas mal de temps, était devenue impraticable. Et c'est la raison qui nous a poussé aujourd'hui pour participer à l'élan de solidarité nationale lancé par le président de la République. Essayer de jouer tant soit pour notre partition. Un geste salué par les riverains de ce quartier de Thiès, bloqué depuis les pluies du 5 septembre. Papa Yoro Ndiaye dit Vieux Ndiaye, habitant du quartier Escale Sud. C'est du concret. Nous, on veut des choses concrètes. Nous sommes des Sénégalais. Il n'y a pas d'affaires politiques quand il y a des inondations, quand il y a des préoccupations, quand il y a des choses qui sont utiles. Quand il y a des choses qu'on doit régler, il faut les régler. Face à la détresse des sinistrés, El Hadj Ousseynou Diouf de Thiès se tend la main à toutes les bonnes volontés. Thiès mérite d'être soutenu par le président de la République, notamment à travers les collectivités locales qui sont là et qui ont de maigres moyens. Nous nous lançons un appel par rapport à cela. Et puis, mais en même temps, soutenir les responsables qui sont là, qui sont auprès des populations et qui sont en train de traduire sur le terrain de manière concrète sa vision pour un Sénégal émergent. Pour ce fiscaliste, la question des inondations ne doit pas être politisée et que la chaîne de solidarité connue des Sénégalais doit s'élargir. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Polémique autour du plan décennal de lutte contre les inondations. Le directeur général de l'ONAS appelle la société civile à dépêcher une délégation afin de connaître les chiffres réels relatifs au budget des eaux pluviales évalué à 276 milliards de francs CFA. Pour Lansana Gagny Sakho, il y a une transparence dans ce volet. Il sera notre invité. Vous l'entendrez tout à l'heure. Évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ce samedi, de nouveaux décès, 44 nouvelles contaminations, dont 17 issues de la transmission communautaire ont été enregistrées. 34 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Le point du jour avec Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Il est le directeur de la prévention. Sur 1093 tests réalisés, 44 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,03%. Les cas positifs se répartissent comme suit: 26 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les zones que je m'en vais vous citer. Koloban 2, Koloban 1, Guédiawaye 2, Dakar Plateau 1, Diamalaye 2, 1, Fass 1, Gueule Tapée 1, Kaffrine 1, Liberté 3 1, Liberté 6 Extension 1, Mbao 1, Ouakam 1, Ouest Foire 1, Sacré-Cœur 3 1, Thiès 1, Tivaouane 1 et Ziguinchor 1. 23 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce vendredi 11 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 237 cas ont été déclarés positifs, dont 10 373 guéris, 295 décédés et donc 3 568 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services.
Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, il est le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'agence de sécurité de proximité répond à l'appel du Centre national de transfusion sanguine avec 10 000 agents à travers le pays. Les ASP veulent, avec la tranche jeune qui compose l'agence, sauver des vies. Une semaine d'activité de dons est prévue pour appuyer le centre dont les banques commencent à se vider. Voici Biram Faye, le directeur général de l'agence de sécurité de proximité au micro de Josette Kali. Nous sommes des engagés civiques volontaires et nous sommes une population relativement jeune dont l'âge varie entre 20 et 40 ans. Suite à l'appel du Centre national de transfusion sanguine, nous avons jugé nécessaire de saisir cette opportunité pour donner de notre sang. Nous sommes 10 000 ASP répartis sur toute l'étendue du territoire national avec un maillage territorial, institutionnel et national à travers nos 45 unités départementales. Donc c'est une bonne masse critique de jeunes, raison fondamentale pour laquelle, comme nous sommes engagés dans des actions patriotiques, dans des actions civiques, nous avons saisi cette opportunité relative à l'appel lancé par le Centre national de transfusion sanguine pour mobiliser la direction générale de l'ASP, les ASP sur toute l'étendue du territoire national, nos partenaires, nos amis, nos sympathisants. Et au-delà, un appel a été lancé à toutes les concitoyennes, à tous les concitoyens sénégalais pour que nous puissions nous mobiliser tout au long de cette semaine du 12 au 20 septembre 2020 pour donner de notre sang. Et tout le monde sait que donner du sang, c'est aider des vies. Au-delà même des 10 000 ASP, c'est un appel qui a été lancé à la direction générale de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, aux 10 000 ASP, à nos partenaires, aux citoyennes et aux citoyens, à nos sympathisants, à tout le monde, pour que nous puissions nous mobiliser au-delà de nos effectifs quand même, pour aider nos concitoyens, aider nos compatriotes. Parce qu'avec la Covid, il y a un manque notoire de sang au niveau des banques, au niveau des hôpitaux. Et les gens meurent par manque de sang. Donc nous avons jugé nécessaire en tant que jeunes, en tant que volontaires, en tant qu'engagés civiques, en tant que patriotes, nous avons jugé nécessaire de saisir cette opportunité pour aider nos compatriotes, pour aider nos concitoyens, en nous mobilisant au-delà de nos effectifs, en partenariat avec tous nos partenaires, tous nos sympathisants, pour donner de notre sang, parce que nous sommes une population relativement jeune. Donc nous faisons partie de la cible principale du Centre national de transfusion sanguine. Vous venez d'entendre Biram Faye, il est le directeur général de l'agence de sécurité de proximité. Journée mondiale des premiers secours célébrée ce samedi 12 septembre, un événement annuel qui vise à sensibiliser le public à l'égard des habiletés en secourisme qui permettent de sauver des vies et de prévenir des traumatismes. En cette période de pandémie, la Croix-Rouge a été au premier plan dans la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19. Les secouristes sont présents dans les centres de traitement des épidémies et ils interviennent également dans les inhumations des personnes décédées de Covid-19. Écoutons Djibril Diong, il est le directeur de la jeunesse et des opérations de secours du comité départemental de la Croix-Rouge de Dakar au micro de Mame Diarra Da Silva. Dans le secourisme, il y a ce qu'on appelle le PAS, d'autres l'appellent PAS. C'est protéger, c'est alerter et c'est secourir. Et maintenant, devant un accident, par exemple, de la circulation, avant même d'intervenir, il faudra se protéger d'abord. Moi qui va pour aider, je dois me protéger. Je dois protéger la victime. Je dois protéger même les gens qui viennent pour regarder. On doit protéger les biens de la victime, on doit tout sécuriser. Donc la protection, c'est quelque chose de très important. Et aussi pour éviter un autre accident, on doit tout protéger. Il y a ce qu'on appelle l'alerte. Et l'alerte aussi permet aux secouristes spécialisés d'amener le matériel adéquat et aussi de venir à temps. Parce que souvent on voit que les personnes qui font l'alerte le font n'importe comment, par exemple. Parce que s'il y a un accident, tu appelles allô, il y a accident, tu raccroches. Allô, il y a accident à tel endroit, tu raccroches. On ne sait pas quelle est la nature de l'accident. Tu ne donnes pas ton numéro de téléphone.
tu ne donnes pas le lieu exact de l'accident. Si le lieu est accessible ou non, les sauveteurs n'ont pas ces genres d'informations. Et tu parles automatiquement, tu raccroches. Ça là aussi, il faudra faire une très bonne alerte. Tout cela participe au fait de secourir la victime. Et le reste, c'est le fait de secourir la victime. Les Sénégalais établis à Bamako réclament l'ouverture d'un consulat dans la capitale malienne. Une forte communauté de Sénégalais réside au Mali et jusqu'à présent, pas une structure étatique pour s'occuper des ressortissants. À cet effet, une assemblée générale est prévue demain. C'est ce que nous dit Pape Amadou Diallo, secrétaire général de la Fédération des associations sénégalaises au Mali. Il est joint au téléphone par Ndeye Mariam Ndiaye. La Fédération des associations sénégalaises a convoqué une assemblée générale demain à Bamako pour pouvoir faire une demande d'ouverture d'un consulat général au Mali, ce qui est aujourd'hui une nécessité au Mali. Certes, aujourd'hui, il est difficile de dénombrer le nombre de Sénégalais résidant au Mali, parce que nous n'avons pas de consulat, nous n'avons pas les moyens de pouvoir les répertorier. Il y a énormément de Sénégalais aujourd'hui ici au Mali qui n'ont ni papier, qui n'ont aucun document, qui sont encore bloqués là. Comme vous le savez, le Mali, c'est un pays de passage. Il y a beaucoup de Sénégalais qui, parfois, tentés par le voyage de l'extérieur, essayent de passer par le Mali, ça ne marche pas. Ils restent ici, ils apprennent des métiers par-ci, par-là, ils essaient de rester dans le pays sans aucun papier, qui sont ni répertoriés. Nous ne pouvons pas dire exactement avec certitude le nombre aujourd'hui de Sénégalais vivant au Mali. Par contre, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont accrus par la crise sociopolitique qui est réelle aujourd'hui au Mali. Et que la fédération à elle seule ne peut pas faire face à tous ces problèmes. C'est pour cela que nous faisons cette assemblée générale pour demander au gouvernement sénégalais de vraiment nous aider pour l'ouverture d'un consulat général qui pourra peut-être apaiser aujourd'hui vraiment la souffrance des Sénégalais du Mali. Pape Ahmadou Diallo, il est donc le secrétaire général de la Fédération des associations sénégalaises au Mali. Et puis sans transition, direction la Côte d'Ivoire où l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est officiellement candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain. Il a été investi ce samedi sur l'esplanade Jean-Paul II de Yamoussoukro, la capitale et ville natale du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Henri Konan Bédié qui s'engage à libérer tous les prisonniers de la crise post-électorale de 2010 et à féliciter le retour des exilés. On retrouve à Abidjan Justin Assalé. Henri Konan Bédié, le président du PDC-RDA, a été investi ce samedi 12 septembre 2020 à Yamoussoukro, candidat officiel à la présidentielle du 31 octobre prochain par son parti. L'ancien président ivoirien déchu en 1999 par un coup d'état militaire et qui veut reconquérir le pouvoir d'état a devant des milliers de militants et sympathisants pris l'engagement de réconcilier le peuple ivoirien en formant un gouvernement de large ouverture et en libérant tous les prisonniers politiques. Je m'engage dès l'accession à la magistrature suprême à mettre en place un gouvernement de large ouverture, fédérant toutes les formations politiques et les forces sociales qui le désirent et à prendre des mesures concrètes et immédiates pour le retour sans condition de tous les exilés, la libération de tous les prisonniers politiques de la crise post-électorale de 2010 jusqu'à nos jours. Henri Konan Bédié qui promet également une réforme du fonctionnement de la police et de la gendarmerie une fois élu à la tête du pays. Il n'a pas manqué de fustiger la gestion du président Alassane Ouattara à la tête du pays. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Merci beaucoup Justin Assalé. Et puis retenez que le président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Et puis au Nigeria, les législateurs de l'État de Kaduna ont approuvé la castration chirurgicale comme sanction pour les personnes reconnues coupables de viol d'enfants de moins de 14 ans. Ce pour éviter tout cas de récidive. Le gouverneur de l'État doit tout de même signer le projet
de loi pour qu'il devienne une loi dans l'État du Nord-Ouest. Cette décision fait suite à l'indignation publique suscitée par une vague de viols qui a poussé les gouverneurs des États de la nation à déclarer l'état d'urgence. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de Lansana Gagny Sakho. Il est le directeur général de l'ONAS. Nous l'écoutons avec Aïssatou Gueiba. Monsieur Lansana Gagny Sakho, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national de l'assainissement. Une semaine après le déclenchement du plan Orsec lancé par le président Macky Sall, quelles sont aujourd'hui les différentes actions entreprises par l'ONAS sur le terrain? Les différentes actions entreprises sur le terrain, je pense que le président a passé un message très fort. 7 milliards de francs CFA pour l'ONAS et les sapeurs-pompiers. Ça permet de renforcer les ouvrages structurants de l'ONAS et également renforcer une présence plus accrue de nos équipes sur le terrain, ce que nous sommes en train de faire. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui est fait? Parce que quand vous nous dites que vous avez lancé le programme avec 7 milliards, on peut savoir les zones déjà, vous avez ciblées et où le travail est déjà entamé. Le travail est déjà entamé principalement dans la banlieue, essentiellement à Kermassar, dans certaines parties de l'unité 5, dans certaines unités des Parcelles Assainies, où nous avons redoublé le personnel, où nous avons renforcé les stations de pompage de l'ONAS parce qu'on a une pluviométrie exceptionnelle, où également nous avons renforcé les effectifs. L'ONAS a en permanence 300 personnes sur le terrain quand nous sommes en période hivernale, et ce nombre, nous sommes passés de 300 à 500 personnes aujourd'hui. Donc vous avez renforcé le dispositif. On a renforcé le dispositif, on a renforcé les ouvrages et naturellement, on a également renforcé certaines stations de pompage. D'accord. Alors, ces derniers temps, il a été beaucoup question d'un audit du plan décennal de lutte contre les inondations où plusieurs milliards ont été dégagés à 2 ans de la fin de ce programme. Est-ce que vous pouvez nous faire le point concernant la réalisation de ces différents ouvrages? Je pense qu'il faut d'abord comprendre l'essence d'un plan. Je pense que c'est d'abord une grande première qu'on ait ce qu'on appelle un plan décennal de lutte contre les inondations. Connaissez-moi un plan de lutte contre les inondations. Ça montre une forte volonté politique. Le plan de lutte contre les inondations, c'est 3 composantes. La première composante, aménagement du territoire, 5,5 milliards. La deuxième composante, restructuration et le relogement, 483 milliards. La troisième composante, 276 milliards de francs CFA de gestion de lutte contre les inondations. Dans ce volet de 276 milliards, vous avez beaucoup d'intervenants. Vous avez l'ONAS, vous avez l'APIX, vous avez l'Agence de développement municipal et vous avez la direction de l'aménagement et de la restructuration des zones. Dans ce plan, l'ONAS a, à date aujourd'hui, dépensé près de 80 milliards de francs CFA. Mais je dis dans le volet gestion des eaux pluviales, 276 milliards. L'ADM est également intervenu dans ce plan. C'est ce plan qui a permis à l'ADM de beaucoup travaillé dans la banlieue, l'APIX, etc. Donc, à date, nous en sommes à ce point au niveau de l'ONAS. Mais les autres volets existent également. Je crois que l'essence d'un plan, c'est de dire je vais aller de A à B. L'essence d'un plan, c'est de dire je dois mobiliser des ressources financières d'un montant global de près de 700 milliards de francs CFA. Donc, quand on fait une évaluation sur la base de ce qui a été mobilisé et investi. Je ne crois pas que l'appel du président, qui est normal, d'évaluation soit essentiellement un volet financier. Il y a un volet financier, il y a un volet technique. Le volet technique doit permettre de voir l'efficience du plan et qu'est-ce que nous devons faire pour corriger. Ce travail d'évaluation au niveau de l'ONAS, nous, on le fait régulièrement. Tous les mois, on déroule nos programmes. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Je crois que ça rentre dans ce sens-là. Voilà. Je pense que c'est la réponse que j'avais par rapport à ça. Et ce plan au niveau de l'ONAS a permis de régler beaucoup de problèmes. Je pense que j'en ai parlé. Quand vous prenez les zones comme Ndiawar-Diagne à Diamaguène-Sicap-Mbao, Nasrullah à Diamaguène-Sicap-Mbao, vous prenez la cité Diomkrop, vous prenez les hameaux 4 et 5, vous prenez Medina Gounass à Guédiawaye, vous prenez l'unité 24, l'unité 25, l'unité 23, l'unité 17 des Parcelles Assainies, vous prenez les 6S, vous prenez Ouest Foire, vous prenez la maison du Khalif des Layènes à Yoff, vous prenez la cité, les HLM à Rufisque. La liste est longue. On peut passer 1 heure pour dire qu'est-ce que ce plan a permis de faire. Naturellement. Mais alors d'où vient cette polémique concernant les 750 milliards répartis au plan décennal? Parce qu'on entend beaucoup de polémiques. Qui a créé cette polémique? C'est dommage qu'on en soit toujours à vouloir tout politiser. Hier, j'ai suivi une émission télé. Quelqu'un dit, vous êtes à 8 ans, vous devez dépenser 80%. C'est ne vraiment pas comprendre c'est quoi l'essence de nos projets. L'essence de nos projets, c'est d'avoir une intention de mobilisation
Et maintenant, vous exécutez en fonction de ce que vous mobilisez. Je peux bien avoir une intention de mobiliser 750 milliards de francs CFA et que, pour des raisons quelconques, au lieu de mobiliser 750 milliards, j'arrive à mobiliser 450 milliards. Bon, je pense que le plus important, c'est qu'on a parlé de mettre en place une commission d'enquête. C'est ça qu'ils ont dit, je crois. Moi, j'ai dit lundi, l'ONAS, celui qui veut, il peut venir. Lundi, c'est après-demain, dire, Monsieur Lansana Gagny-Sakho, qu'est-ce que vous avez fait des 80 milliards que l'ONAS a utilisés dans le volet eau pluviale, je dis bien qu'il y a de 276 milliards, du plan décennal de lutte contre les inondations. C'est pas après-demain, c'est pas la peine d'attendre. Il y a une transparence dans tout ce que nous faisons à ce domaine. Maintenant, donc, toute personne qui vient demain matin chez vous pour avoir des éclairages par rapport à ce sujet, vous pourriez répondre. Quand je dis toute personne, c'est pour dire, moi, j'appellerai la société civile, qui est supposée être à partie équidistante entre les parties. Certains m'entendent. Ils peuvent faire une délégation de 3-4 personnes. Ils viennent me voir. Je leur donne les chiffres et je vais avec eux sur le terrain. Ils verront que ce travail a été effectivement fait. Et je reste persuadé qu'au niveau de l'ADM, la même démarche peut être utilisée. Après, la commission d'enquête viendra plus tard. Mais je pense qu'au niveau de toutes les structures opérationnelles de l'État qui ont travaillé dans ce plan, vous allez voir, les gens vous donnent les chiffres et vous amènent sur le terrain. Lundi, la société civile peut s'organiser, venir me voir, je leur donne les chiffres et on va ensemble sur le terrain, on interroge les populations et ils verront les effets de ce plan décennal de lutte contre les inondations. On voit certaines zones comme Cambérène, Parcelles Assainies, de Keur Massar, Tivaouane, Thiès, Thiaroye ou encore Joal, qui sont entre autres des villes submergées par les eaux. Qu'est-ce qui explique cette situation-là? Ce qui explique cette situation, c'est que nous sommes dans un pays avec des urgences partout. L'éducation est une urgence, la santé est une urgence, etc. etc. Vous avez parlé de Joal. Joal vient d'avoir un réseau d'assainissement eau usée. Ils ne l'ont jamais eu dans le passé. Vous avez parlé de Tivaouane. Tivaouane vient d'avoir un réseau d'assainissement eau usée. Ils ne l'ont jamais eu dans le passé. On ne peut pas régler tous les problèmes en un temps. C'est un processus assez long. Le plus important, c'est que nous sommes engagés dans la dynamique. Vous avez parlé de Cambérène. Cambérène, il faut restructurer Cambérène. La configuration de Cambérène, la largeur des rues ne permet pas d'avoir un système d'assainissement d'eau pluviale, de drainage d'eau pluviale. La même chose pour Joal, la même chose pour Joal, la même chose pour Tivaouane. Cambérène, créé en 1929, c'est la première fois qu'ils vont avoir un réseau d'assainissement d'eau usée depuis. Donc je pense qu'il faut comprendre que c'est une dynamique. Les problèmes ne peuvent pas être réglés en une journée. Il faut du temps. Il faut des études, il faut aller chercher le financement et ce que nous sommes en train de faire depuis 2012. Vous avez parlé des Parcelles Assainies, un problème douloureux. Et nous apportons toute notre sympathie à ces populations. Ce que je peux vous dire, il y a une pluie très importante qui a causé beaucoup de dégâts. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de trouver des solutions structurantes. Ces solutions ont déjà commencé par le projet qui a fait un excellent travail. Maintenant, il faut qu'après la saison des pluies, nous allons continuer ce travail avec le projet, avec l'ONAS. L'ONAS va travailler dans une logique de mettre en place des ouvrages structurants. Je ne dis pas que les problèmes vont être réglés l'année prochaine. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut une planification, une exécution, mais les problèmes avec le temps vont s'amoindrir. Et notre souhait est qu'il n'y ait plus d'inondation à Keur Massar. Mais pour qu'il n'y ait plus d'inondation à Keur Massar, il faut également une forte implication des populations. D'accord? Et nous en appelons à toutes les populations à ce qu'ils nous aident à mieux entretenir les ouvrages, à éviter de construire sur les emplois. Adji Fatou Bari. 18h28, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. La souffrance des sinistrés de Diourbel se prolonge après les fortes pluies qui se sont abattues dans la région le week-end dernier. Toujours envahies par ces eaux, les populations continuent de patauger et demandent l'aide des autorités étatiques au plus vite. À Thiès, pendant ce temps, des initiatives citoyennes sont lancées pour l'entretien du réseau routier fortement perturbé par les inondations. Des opérations de désensablement sont menées pour permettre une bonne reprise du trafic routier dans la cité du Rail. Et puis polémique autour du plan décennal de lutte contre les inondations. Le directeur général de l'ONAS réagit et apporte sa part de vérité. Lansana Gagny-Sakho invite la société civile à dépêcher une délégation dans ses locaux pour vérifier de visu les chiffres avancés ainsi que les réalisations effectuées. Lansana Gagny-Sakho était notre invité dans ce Sud Soir. Et puis les ASP répondent favorablement à l'appel du Centre national de transfusion sanguine en rupture de stock. Pendant une semaine, ces 10 000 agents vont effectuer des activités de dons pour appuyer le centre. Alassane Wade a assuré la mise en onde. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Sud FM, Sen Radio.
Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in